Ok, et bah du coup on va passer à la dernière partie de ce podcast qui sera consacrée à la Horde du Contrevent de Alain Damasio. Donc un de ces récits qui est considéré un peu comme un chef-d'œuvre en fait par beaucoup de personnes. Ça a été un petit peu la hype en fait sur Discord là parce que alors si vous vous souvenez hein, pour ceux qui ont écouté quand on a fait le bilan un peu de 2021, il avait été dans le top de Jeanne je crois. Et du coup, on s'était tous chauffés un petit peu à le lire. Et du coup, bah, en fait, en janvier, enfin décembre, janvier, quoi, il y a pas mal de gens qui l'ont lu. Donc notamment, bah, toi, Vestri, et toi, Hérésie, tu l'avais déjà lu un petit peu avant. Ouais, c'est ça, j'ai lu il y a quelques temps déjà. Alors moi, du coup, ce que je vous propose, c'est que je commence par présenter un petit peu là le bouquin. On donne nos avis tous sur le livre. Et ensuite, on partira en partie spoil un peu pour essayer de décortiquer tout ça à notre niveau. Parfait. Ben, moi, j'ai noté des points positifs, puis des points négatifs. Là. Fait que, Ok. Bah, du coup, si tu as des points un peu particuliers qui seraient du spoil, tu peux les garder pour après. ok, Et juste c'est bon. rester général sur la vie. Parfait. Quoi. C'est bon. Ok. Donc, La Horde du Contrevent, c'est un roman de science fantasy. Et j'insiste sur le fantasy parce que c'est pas de la science-fiction. Enfin, pour moi, en tout cas, ça n'en est pas. Il y a beaucoup trop d'éléments qui sont pas du tout scientifiques en fait. Enfin, c'est clairement presque de la magie en fait, un peu du mysticisme. Donc voilà, pour moi c'est de la science fantasy, un mélange de science-fiction et de Ouais, fantasy en fait. c'est comme Star Wars où en fait, oui, Ouais, c'est t'as un ça, ouais. truc, c'est le futur et tout, mais en fait, c'est plutôt un univers parallèle avec un enrobage de vaisseaux spatiaux et de futurs justement. Mais Voilà. oui, effectivement, il y a plein de trucs. Non, c'est pas de la science-fiction. Ouais, surtout qu'en plus, alors on développera ça tout à l'heure parce que ça fait partie des thématiques qui sont abordées, mais au niveau de technologie, c'est plutôt de la low-tech que de la high-tech en fait. Oui, c'est sûr. Voilà. Donc dans ce roman, on suit la 34e horde du Contrevent qui parcourt le monde à pied face au vent. Donc leur objectif, bah, du coup, c'est de traverser bah, toute la Terre, quoi, pour trouver l'extrême amont, qui est la source du vent. Donc on va suivre 23 personnages qui ont été formés dès l'enfance pour cette quête. Ces personnages, en fait, sont repérés par un symbole qui sera en début de paragraphe pour indiquer que le dit paragraphe est du point de vue de ce personnage. Donc ces symboles, ils sont résumés sur un marque-page qui est fourni avec le livre. Et donc, voilà, en fait, on apprend au fur et à mesure de la lecture. Disons, enfin, au début, on se réfère toujours au marque-page pour savoir qui parle. Et au final, à force, en fait, on finit par tous les connaître par cœur. Et on sait, ah bah tiens, tel symbole, c'est tel personnage. En plus de ça, rien qu'avec la voix des personnages, donc le style que va prendre Damasio pour chaque partie, on va aussi, à force... disons que des fois, on pourrait enlever le symbole et on saurait quand même qui parle, juste avec avec le style, quoi. Ça, c'est bien foutu. En plus de ça, les pages sont numérotées à l'envers, ce qui est logique, en fait, avec ce qui est raconté dans l'histoire, parce que les personnages euh, avancent à rebours, en fait, ils remontent à l'origine, à la source du vent. Donc, bah, du coup, les pages sont numérotées à l'envers, quand on va de la page 700 à la page 0. Et donc, bah, ça en fait une lecture assez ludique par rapport à ces deux aspects-là. Voilà, donc on va pas. Donc, comme dit, on rentrera dans les détails après. Là, on va juste donner nos avis sur l'œuvre. Bah, du coup, vu que je suis en train de parler, je vais commencer. C'est une lecture que j'ai trouvée assez particulière. Ça ressemble vraiment à rien de ce que j'ai pu lire à côté. C'est une lecture qui est extrêmement intéressante. Elle reste avec moi depuis que j'ai fini le livre. Là, c'était il y a 2 semaines à peu près. Et vraiment, ça m'a beaucoup marqué quand même. Et en même temps, c'était quelque chose que j'ai pas forcément trouvé enfin, c'était pas forcément très satisfaisant sur pas mal de points, donc qu'on détaillera après. Voilà, donc une lecture marquante et en même temps un peu en demi-teinte. Hein. C'est vrai que je sais
même encore maintenant, je sais toujours pas trop quoi penser du livre. Je saurais pas dire en fait si j'ai aimé ou pas. Par contre, ce qui est indéniable, c'est que pour moi, c'est un excellent roman. Ça, je pense qu'il n'y a pas de doute. Après, voilà, est-ce qu'on aime ou on n'aime pas, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Irizy, t'en as pensé quoi, toi? Bah moi, bon, ça va être des souvenirs parce que ça fait 2-3 ans que je l'ai lu. Mais effectivement, changement de style, au départ, c'est un peu compliqué à suivre. Qui est qui? Après, c'est vrai que certains personnages se reconnaissent très vite, mais tous les personnages de la Horde ne sont pas aussi marqués, donc c'est compliqué. Et puis toi, tu as eu la chance inouïe d'avoir le marque-page. Moi, vu que je l'ai emprunté en bibliothèque, le marque-page avait disparu depuis longtemps. Ah, Donc, je devais revenir, genre page 2, où c'est indiqué, mais Ah oui, c'est ouais. un peu la galère. Après, niveau style, c'est intéressant. Niveau world building, c'est intéressant aussi, mais il te prend pas par la main, il te dit ouais, ça existe, en mode c'est quoi? Et il te fait on enchaîne, on n'a pas le temps. Ah ouais, il y a beaucoup de trucs qu'il faut accepter que c'est comme ça et pas trop se poser de questions. Bah en fait, il y a des trucs, c'est ça existe, parce que ça étoffe l'univers, mais on n'aura pas plus d'explications, pas d'approfondissement. De toute façon, ils n'ont pas le temps, ils avancent. Ouais. Donc, ils avancent. Mais non, franchement, j'ai plutôt bien aimé, même si faut rester concentré parce que des fois, les styles de façon de parler des personnages, c'est compliqué à suivre. Quand des fois, au milieu d'un chapitre, ça change de personnage, ou c'est des personnages qui ont quasiment le même style de façon de parler, t'es complètement paumé. Mais ça va. Ça se lit plutôt bien. Après, on en parlera dans la partie spoil, mais il y a 2-3 trucs qui me dérangent sur l'histoire, par contre. Ok. Et toi, Vestri, du coup? Ben, moi, j'ai beaucoup aimé. J'en avais déjà entendu parler, mettons, dans des vidéos Booktube ou des choses comme ça. Fait que c'est là que ça m'avait donné envie. Ça faisait quelques temps que j'avais acheté le livre, mais je l'avais pas encore lu. Puis, j'ai beaucoup aimé. Mais au début, je trouve qu'il faut s'accrocher un peu parce que j'ai eu du mal un peu à comprendre. Juste, mettons, le vent, au début, mettons, dans le deuxième chapitre, ils font face à un fur-vent, puis tu comprends pas trop c'est quoi exactement, mais finalement, les choses que tu comprends pas sont expliquées. Certains concepts que tu comprends pas au début sont expliqués un peu plus loin, fait que ça va. Puis une fois que tu as passé les premiers chapitres, après, t'embarques bien, puis tu sais, t'es habitué un peu au style de l'auteur aussi, parce qu'au début, c'est un peu déroutant, mettons, le fait que le livre soit paginé à l'envers et justement les symboles ou tout ça, là, mais une fois que tu as compris tout ça, ça embarque bien. Puis globalement, j'ai bien aimé l'univers aussi. J'ai aimé le fait que, mettons, que tout soit centré autour du vent. J'ai trouvé ça quand même très original. J'ai beaucoup aimé la plupart des personnages. Mettons, chacun leur personnalité propre, leur trait de caractère. Puis justement, comme Flo disait tantôt, juste la façon dont le personnage parle, tu pourrais savoir, quand tu es rendu habitué, tu pourrais le savoir sans le symbole que c'est ce personnage-là. Là. Puis c'est ça. En gros, c'est ça que je voulais dire pour l'instant, parce que j'ai peur un peu de m'avancer sur des trucs puis que ça spoil. Fait que je vais attendre qu'on soit dans la partie spoil pour en parler. Eh ben, on va y être, hein, du coup, vu que. Donc voilà, on a tous introduit un peu le bouquin. Du coup, alors là, on va peut-être passer un petit peu à des points un peu plus précis sur ce qu'on a aimé ou pas. Du coup, on va juste discuter entre nous. Hein, si vous avez des remarques à chaque fois ou quoi, n'hésitez pas à intervenir. On va essayer de construire un peu ça tous ensemble. Donc, quelque chose qui a déjà été soulevé, c'est la difficulté à saisir les concepts. On finit par comprendre certaines choses, d'autres on comprendra juste jamais. Et en fait, ce qui est certain, c'est que Damasio, il prend pas le lecteur par la main, en fait. Dans le roman, il nous balance dedans et il faut réussir à s'accrocher à droite à gauche aux trucs qu'on peut saisir. En plus de ça, il joue beaucoup avec le langage. Donc, il y a pas mal de néologismes et de mots valises. On sent qu'il aime bien ça, hein, le Damasio. Et beaucoup de vocabulaire, du coup, à intégrer et tout. Et c'est vrai que ça peut être déroutant. Euh... Bah, Ah, vas-y, je vais y aller après.
Ouais, bah oui, effectivement, il y a beaucoup de termes techniques. Des fois aussi, il se met à décrire, par exemple, les furvents, etc. Je sais plus tous les termes et tout, mais il se met juste à les décrire par des points, des traits, etc. Et on est censé deviner ce que c'est, bien sûr. Et puis quoi encore? Ouais, mais ça, c'est des trucs, quand je les vois Mais y ça fait arriver, je dis... partie du fait qu'il te largue des mots, il te largue du lore, il te dit c'est comme ça que ça marche, sauf qu'en fait il t'explique pas comment ça marche. Donc ça fait partie du charme du truc, mais ça peut vite être compliqué. Bah, ça dépend de... Enfin, sous quel angle tu prends le récit, en fait. Il y a des choses qui sont... Et c'est frustrant, en fait, hein, ça peut être très frustrant. Et il y a des choses qu'il faut accepter qu'on comprendra pas, en fait. Qu'on n'est pas là pour les comprendre. Oui, c'est sûr, mais on va pas se mentir, au début c'est bien déroutant. Bah, par exemple, il y avait des éléments de lore avec le peuple du vent, je crois qu'il s'appelle comme ça, où il nous explique pas tout, mais ça, limite, ça me dérange pas trop. Les fonctionnements de base du char à voile, j'en ai un peu rien à faire. Par exemple, des termes qu'ils vont utiliser tout le temps, en fait, tu les comprends, mais genre à la moitié du bouquin. Et quand t'es pas habitué à ce genre de truc, t'es en mode ok. C'est un peu compliqué. Ouais. Puis, Pas le livre le plus simple d'accès, on va dire. puis moi, mon ressenti par rapport à ça, c'est qu'au début, tu as certains éléments qui tu as de la difficulté à comprendre. Comme je pense, direct dans le deuxième chapitre, la Horde fait face à un furvent. Là, tu sais pas trop c'est quoi, puis tout ça, mais plus tard, tu as un personnage qui t'explique les formes du vent connues, puis là, tu comprends c'est quoi. Ou même affaire avec les crônes. La première fois qu'on en voit un, tu sais, t'as de la misère à saisir, mais à force, mettons, à force d'avancer dans le livre, tu sais, tu comprends quand même très bien c'est quoi. Alors que pour d'autres concepts, j'ai trouvé ça vraiment trop complexe pour... C'est bien que ce soit complexe, mais à un certain point, je trouve que c'est pas nécessaire non plus. Comme par exemple, le vif, puis certaines formes du vent, là, comme le vif, là, c'est... T'as des personnages qui l'expliquent pas tous de la même façon, puis même les personnages eux-mêmes comprennent pas trop, puis essaient d'en apprendre plus là-dessus, puis c'est... Tu sais, les passages où que certains personnages t'expliquent le vif, là, faut vraiment s'accrocher, puis... C'est difficile, là. Puis au final, même si tu relis le livre une deuxième fois, je pense qu'on comprendra toujours pas exactement. Puis c'est ça. Ouais, mais le vif, c'est un concept qui est assez intéressant dans l'œuvre, en fait, parce que... Ouais. Enfin, moi, ce que j'en ai compris, du coup, c'est que ça représentait un peu la force vitale des personnages, en fait. Ouais. Ça joue le rôle de l'âme, en fait. Ouais, moi aussi, mais à un moment, c'est plus compliqué que ça, là, mais... Ouais, effectivement, c'est pas tout à fait ça, mais C'est ça. ça joue un peu ce rôle-là, et du coup, ça donne un côté très mystique à l'œuvre, en fait. Oui, c'est ça, puis c'est comme ça un peu que certains persos peuvent utiliser un peu une sorte de magie, là, fait que... Et tout ça, en fait, c'est pas très bien expliqué, et je crois que tu l'as dit, mais c'est parce que les personnages eux-mêmes, en fait, ne comprennent pas. Ouais, c'est ça, ils le comprennent pas eux-mêmes. Ou certains personnages qui sont plus calés que d'autres dans certains domaines l'apprennent au fur et à mesure que la horde progresse puis que leur quête avance. Là. Fait que... Ouais. Et du coup, c'est un petit peu logique en fait, parce que si c'est une sorte de pendant de l'âme, bon, déjà, est-ce que l'âme existe? Ça, c'est une grande question. Mais même si on part du principe que l'âme existe, enfin, pour nous, dans notre réalité, hein, expliquer ce que c'est exactement, c'est compliqué, et chaque personne aura un petit peu sa propre vision du truc en fait. Et du coup, j'ai l'impression que le vif dans l'art du contrevent, c'est un petit peu pareil en fait. Puis après ça, un autre concept qui est comme... C'est la 6e forme du vent, là, le corroyeur. Là. Tu sais, j'ai du mal à comprendre... Le combat contre le corroyeur, là, j'ai du mal à comprendre contre quoi ils sont battus exactement. Là. Ah ouais, mais ça, moi, j'ai rien compris. Hein. moi non plus. Ok, le combat contre... Parce que la manière que ça avait été présenté, le corroyeur, c'est que c'était un membre de la poursuite. Fait que moi, je pensais que c'était genre un assassin super... un assassin qui maîtrisait le vif, puis qui était super fort, puis l'assassin le plus fort qu'il allait jamais avoir vu. Mais finalement, c'est comme un concept très abstrait, qui est comme la 6e forme du vent, puis... Ouais, à un moment donné, toute la horde affronte le corps warrior, puis tu as de la misère à comprendre ce qui se passe.
Ça, c'était super étrange parce que du coup, il y a. Alors, pour replacer un petit peu la scène, notamment pour Irisi, vu que toi, ça fait un moment que tu l'as lu, il y a le combat entre. Alors, comment il s'appelle déjà le combattant là Silène contre Erg. Ouais, c'est ça. Alors, il y a ce combat, le combat entre ces deux-là qui est quand même super cool. Enfin, ça fait. Alors, c'est toi, Vestri, qui l'avait dit sur Discord, mais c'est vrai que ça fait un petit peu combat d'animé. Ouais, ben ça fait très gros. Je m'attendais pas. Ben, je m'attendais pas à voir un gros combat comme ça dans ce roman-là. Là. Puis j'ai trouvé que ça fait très gros combat de shonen avec revirement de situation et ce genre de choses-là. Là. Fait que j'ai beaucoup aimé ce passage-là. Là. Ouais. Et alors, du coup, ce qui se passe à la fin, c'est que il y a. Alors, Silène, il est censé gagner, en fait, je sais plus trop comment. Et en fait, il se fait attaquer pendant le combat. À un moment donné par le Corroyeur, justement. Et en fait, dans la manière dont ils ont présenté ça et dans la manière dont ils en parlaient après, moi j'avais compris que le Corroyeur c'était un gars, en fait, du coup, un mec qui existait, comme tu disais, une espèce d'assassin, qui s'était planqué dans l'herbe pendant le combat et qui, du coup, quand Silène s'est approché du sol, enfin, quand il est tombé, quoi, à la fin du combat, l'avait égorgé, je crois, à ce moment-là. Et voilà. Moi aussi, c'est de même que j'ai vu ça. Ouais, et en fait, après, on apprend que non, le Corroyeur, c'est un espèce de. Alors, je sais plus comment ils appellent ça, là, les. Les crônes. Ouais, c'est ça, que c'était un crâne, et que du coup, c'est pas un truc. C'est pas une personne, en fait, c'est pas un truc physique. Encore que, parce que il me semble que Caracol, c'est un. C'est un autocrone. C'est un autocrone, ouais. Et lui, pourtant, il a une forme physique humaine et tout. Et enfin bref, mais le truc c'est qu'après il réaffronte du coup le Corroyeur et effectivement c'est pas du tout un humain en fait, c'est une espèce de vent aussi avec certaines propriétés. Et ouais, quand j'ai vu ça, mais j'étais un peu largué, je me dis mais mince, j'ai rien compris à ce qui s'est passé avant en fait. Puis aussi c'est parce que moi j'étais largué aussi parce que un peu avant le combat ou pendant le combat, en même temps on t'a introduit la poursuite. Qui sont des gens qui sont censés traquer la Horde pour les tuer, puis on sait pas exactement leur but. Puis ils ont dit que le Corroyeur c'était comme un membre de la poursuite et tout, fait que moi c'est pour ça aussi que je m'imaginais que c'était un assassin. Là, fait que... ça fait partie des trucs qu'on comprendra probablement jamais, là, mais... Et ben justement, j'aimerais bien enchaîner sur ça du coup. Attends, je regarde mes notes là. Ah oui, c'est ça. En fait, il y a des éléments du récit qui servent à rien. Typiquement, les poursuiveurs et toute cette histoire de ordre là. Alors, l'ordre, c'est avec un H. En fait, c'est un mot valise entre horde, du coup, donc la horde du contrevent, et ordre, comme un ordre, je sais pas, l'ordre des Templiers, je sais pas quoi. Donc, c'est la ordre avec un H. Et ce groupe-là, en fait, c'est eux qui forment les hordes et qui les envoient, du coup, à l'assaut des vents. Donc, dans leur voyage vers l'extrême amont. En fait, ce qu'on apprend dans le récit, c'est que la horde, elle veut que la 34e ordre, donc celle qu'on suit là, l'ordre veut qu'ils échouent, en fait. Ouais. Et donc c'est très bizarre parce que du coup ils les envoient et en même temps ils veulent qu'ils échouent et donc du coup on apprend qu'il y a peut-être des dissensions au niveau des dirigeants et tout machin et donc il y a aussi ces fameux poursuiveurs du coup qui sont censés les suivre et les attaquer. Donc on sait qu'ils sont déjà fait attaquer plusieurs fois dans le roman. Du coup ils se font attaquer par Silène, ils se font attaquer par le Corroyeur un petit peu après de nouveau. Il y a aussi les Frioles qui leur mettent un peu des bâtons dans les roues avec cette histoire de zone de marée là, je sais plus quoi. La flaque. Il y a plus ça la flaque de l'Abson, je pense. C'est ça. Et donc du coup, il y a un aspect politique sous-jacent avec des groupes de gens qui veulent les arrêter. Et en fait, ça sert pas. Ouais, on n'a jamais le fin mot en fait. Et du coup, moi, alors je sais pas pour vous, mais moi c'était extrêmement frustrant en fait que ça revienne jamais sur le tapis en fait, qu'on sache pas pourquoi ils veulent les arrêter en fait. Moi aussi, puis la Horde, à un moment, ils disent que comme dans les dirigeants, mettons, il y a comme 3 factions là. Il y en a qui veulent absolument arrêter la Horde parce que les idéologies sont différentes. Il y en a qui
qui soutiennent encore la Horde, mais se font discrets parce qu'ils ont peur des représailles et tout ça. Là. Puis une autre faction, je me souviens plus ce qu'elle veut, mais c'est ça. C'est introduit, mais après, c'est jamais comme exploité plus que ça. Fait que c'est un peu décevant. Là. Ça te laisse avec beaucoup d'interrogations qui, au final, ne seront jamais répondues. Alors par rapport à ce qui se passe à la fin, on devine peut-être quelles pourraient être les motivations de la Horde, mais de l'ordre. Mais on n'a jamais vraiment le fin mot, quoi. Et c'est vrai que c'était c'est un peu bizarre. Enfin, c'est des choses qui sont introduites où on y passe du temps en plus et au final ça mène à rien. Ce qui est un petit peu à l'image du roman quelque part, mais ça on reviendra peut-être sur la fin après. Ouais. Il y a beaucoup à dire. Ouais. Voilà, il y a d'autres. Alors moi j'en ai encore, mais du coup je vais peut-être vous laisser parler un peu aussi. Il y a d'autres points que vous voulez soulever, positifs ou négatifs sur. Ouais, moi je vais. Toi, Iris, je sais pas si tu as des points, là, je peux te laisser y aller parce que moi non, j'avais mais commence plusieurs parce points. que comme ça va me permettre de me ressouvenir. Moi, un point positif, que c'est t'as des événements totalement inattendus qui se passent dans le récit, mais qui sont trop bien. Comme par exemple le combat. Le combat dont on a parlé tout à l'heure entre le genre d'assassin de la poursuite, Silène, et le combattant protecteur de la Horde, Erg. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait un. Parce que leur but c'est de contrer le vent. Fait que je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait un combat de type combat de shonen trop intense dans ce roman-là. Puis aussi à un moment, tu as un événement. Ils sont bloqués dans une ville, puis pour que les dirigeants de cette ville-là puissent les laisser passer puis continuer, ils doivent gagner 3 épreuves. Puis tu as une épreuve où c'est une joute verbale entre Caracol, le personnage de la Horde qui est comme un genre de troubadour, puis qui est celui qui est comme le plus doué avec les mots, contre un de leurs érudits. Puis dans cette joute-là, qui se joue en 3 manches, à un moment, tu as ils appellent ça le palindrome dialogué. Les personnages, il faut qu'ils fassent des phrases, puis ils se répondent. Toutes les phrases qu'ils font, ça doit être des palindromes, dans le fond. Un palindrome, pour les gens qui ne savent pas, c'est des mots qu'on peut lire dans les deux sens, comme par exemple kayak. Si tu lis dans le sens inverse, ça va se lire kayak aussi. Et puis dans le fond, toute la phrase doit être un palindrome. Fait que quand tu lis la phrase, en lisant les lettres à l'envers, ça doit refaire la même phrase. Puis ça, j'ai trouvé ça... Je m'attendais pas du tout à voir quelque chose comme ça dans ce roman-là. Puis j'ai trouvé ça trop bien parce que j'ai trouvé ça magnifique comme moment. Là. Puis c'est aussi... Tu sens que l'auteur aime ça, jouer avec les mots, puis tu vois qu'il aime s'amuser. Là, fait que j'ai beaucoup aimé. Justement, c'était mon autre point là. Alors, je suis à la fois d'accord avec toi et en même temps, alors à lire, c'était super cool parce que t'as vraiment le côté joute et tout, c'est super bien. Effectivement, voir l'auteur comme ça s'amuser avec les mots, c'est super intéressant. Et les palindromes qui te sortent, mais c'est incroyable. Il y a certaines phrases que je connaissais déjà parce que c'est des trucs un peu classiques. La première, je crois, c'est engage le jeu que je le gagne. Et celle-là, je la connaissais déjà. Mais après, il te sort des trucs à tomber par terre. Puis il y a d'autres manches dans cette joute-là qui sont pas juste avec des palindromes, mais c'est assez impressionnant. Moi, j'ai trouvé ça impressionnant aussi parce que je connaissais pas du tout ça. Alors, perso, je m'en souviens un peu de cette scène-là. Et moi, quand j'ai vu ça, j'étais en mode, mais d'où ça sort? Il avait envie de faire des jeux de mots, l'auteur. En fait, c'est ça le plan. Ouais, bah voilà, exactement. En fait, c'est ça que j'allais dire. J'étais pas du tout dans le bail, en fait. J'étais en mode, mais en fait, pourquoi vous les retenez? Qu'est-ce que ça fout là? Parce que moi, de ce que j'avais compris, c'est que les hordes allaient contre le vent, mais genre, c'était... Toute la société était OK avec ça, en fait. C'était la base du truc. Ouais, moi aussi, au début du roman, je pensais ça. J'étais un peu en mode, mais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Effectivement, en fait, alors, d'un côté, comme je disais, je trouve ça super marrant à lire et tout. Hein, c'est super rigolo comme chapitre, en vrai. Puis il y a pas mal de tension, en plus, le côté shoot. Enfin, j'avais mis le gif sur Discord, mais ça me faisait penser à 8 Mile. Alors, je sais pas si vous avez vu ce film. Non, mais c'est le rap d'Eminem, là, où comme on il y a un rap contender. J'ai déjà vu la scène, par exemple, là, entre Eminem et un autre rappeur, puis Eminem fait juste le détruire, puis il mic drop. Ouais, c'est ça. Mais ce film est trop bien.
Si vous l'avez pas vu, je vous le conseille vraiment. Il est super cool. Et donc, du coup, dans cette scène-là, il y avait cette ambiance-là. Par contre, ce qui est dommage, c'est que ça fait une grosse pause dans le récit. En fait, t'as Damaso, il s'arrête de raconter l'histoire et il passe sur ça, et on sait pas pourquoi, en fait. Enfin, quel est le lien avec le world building? Quel est le lien avec... Et c'est en lien, du coup, avec ce qu'on disait avant, c'est qu'il y a plein de trucs qui restent sans réponse, notamment sur les poursuiveurs et tout. Alors, pourquoi il y a ce concours? Pourquoi ils veulent pas qu'ils continuent à avancer et tout? En fait, on n'a pas les réponses. Encore une fois, on fait une pause, il se passe des trucs, mais... Mais en fait, perso, moi, avec le bouquin, j'avais l'impression que Damasio, il voulait écrire plein de trucs, il avait plein d'idées, mais il savait pas quoi dans les foutre. Du coup, il a pris un prétexte, un très bon prétexte, hein. C'est très bien construit cette histoire, mais voilà. Il a mis un prétexte et il a greffé tout ce qu'il voulait. Donc, il voulait un défi de palindrome, il y a un défi de palindrome. Il voulait un combat shonen, il y a un combat shonen. Il y a des ennemis et des intrigues politiques pas expliquées, il y a des ennemis et des intrigues politiques pas expliquées. Ah, mais c'est ça. Et alors, en faisant mes recherches un peu tout à l'heure, je suis tombé sur quelqu'un qui disait que Damaso, il aimait bien. Alors, c'est quoi le terme? Ouais, improviser quand il écrivait ses romans. Et du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah oui, effectivement. Au pire, ça, c'était pas dans le plan de base, puis mettons, dans sa session d'écriture, en écrivant, il était juste « Ah, j'ai envie de faire ça », fait qu'il décidait de faire ça. Puis... Mais j'ai l'impression que c'est l'anti-Sanderson, en fait, parce que Sanderson, il prévoit ses trucs bien, c'est ultra carré et tout. À l'inverse, Damaso, t'as l'impression que c'est un petit peu YOLO. Ah tiens, j'ai envie de faire un concours de palindrome, tiens, voilà ton concours de palindrome, quoi. Et ça s'intègre pas forcément super bien dans le récit. Et au-delà de ça, alors, le concours de palindrome, c'est peut-être le truc qui jure le plus avec le reste, mais il y a plein d'autres moments où tu te demandes, mais à quoi ça a servi, en fait Juste la fontaine, hein, ça aussi, j'étais comme... Typiquement, la fontaine, c'est... Je m'attendais pas du tout à ça, mais j'ai bien aimé, ça me fait rigoler, là, mais... Tu sais, tu t'attends pas à un truc comme ça sorti de nulle part. Et quelque part, c'est raccord avec tout le livre, en fait, hein, parce qu'on on n'arrête pas de le dire un peu en filigrane, mais le contenu est super intéressant, mais à la fin, tu te demandes à quoi tout ça a servi, en fait. Et c'est un peu vrai pour à la fois la structure globale du bouquin et aussi pour chaque chapitre, en fait. Je dis, ouais, mais c'était quoi le point, en fait Et c'est peut-être ça aussi comment dire, ce que raconte le livre, en fait, c'est qu'il n'y avait pas de point. Il y avait rien de... Comment dire? Il n'y a pas de finalité, en fait. Il n'y a que le déroulé. Ouais. Donc, quelque part, c'est raccord avec ce que le livre raconte. Et c'est pour ça que le livre, il est super particulier. C'est que tout est vraiment bien pensé, en fait. Comme de toute façon, tu l'as dit juste avant. Mais en même temps, ça laisse un peu frustré, quand même. Parce que, en fait, il suit pas les codes classiques de world building ou quoi, où tout ou presque doit avoir une explication, un sens à la fin et tout, en fait. Et l'histoire a pas forcément de sens à la fin, en fait. Ce qui a du sens, c'est le voyage et ce qu'accomplissent les personnages. Ouais, mais on y reviendra peut-être après. Du coup, on parle de la fin ou pas? Juste avant la fin, j'aurais un autre truc à ajouter. Un autre point positif que j'ai trouvé, c'est que la remise en question des persos, puis sur leur quête, leur motivation, ce genre de choses, parce qu'à un moment, tu sens que les persos, ça fait 30 ans qu'ils comptent le vent, puis ils font ça, puis tu sais, à un moment, ils traversent des moments difficiles, puis il y a des grosses passes de découragement, puis il y en a qui se disent pourquoi en fait on risque notre vie à tous les jours pour trouver quelque chose pour essayer d'atteindre quelque chose qu'on trouvera peut-être jamais. Au final, je pourrais juste me poser dans une ville qu'on a traversée avec la personne que j'aime, puis tu sais, puis il y en a qui se demandent vraiment pourquoi ils font ça et tout ça. Là. Puis ça, j'ai bien aimé aussi le fait que les personnages, il y a juste Golgoth, là, lui qui est borné à fond, puis il veut juste aller jusqu'au bout, peu importe ce qui se passe. Là. Mais voilà, c'était pas plus long que ça, là, mais... Ok. Alors je suis en train de relire un peu mes notes pour savoir par quel bout on va attaquer le... parce que ouais, thématiquement c'est assez riche, hein, même au niveau philosophique, parce qu'en fait le roman c'est un peu une métaphore des essais de Nietzsche en fait.
C'est une espèce de réécriture un peu métaphorique de tout ça, donc toutes les Je questions connais pas assez Nietzsche pour pouvoir te le dire. Ah, moi je connais qu'assez superficiellement, parce que j'ai pas lu non plus. Mais c'est ce que j'ai vu un peu par rapport aux recherches que j'ai fait et tout, et ce que je connais un peu des concepts. Mhm. Notamment sur le nihilisme et le fait de chercher du sens dans un monde qui a l'air de pas en avoir en fait. La question du surhomme aussi. Ouais, c'est ça. Moi, là, j'allais. Surtout avec Golgoth, là, la question du surhomme, parce qu'on peut pas utiliser autre chose que notre corps pour contrer, puis c'est pas comme dans le. Ouais, c'est ça, Non, c'est la parce qu'on a volonté de. Alors, je me souviens pas de beaucoup de personnages, mais je peux juste te signaler que je n'aime pas Golgoth. Je le trouve insupportable. Oui. C'est un connard un peu. Hein. Ben, moi, Oui, on va complètement. pas, Non, moi, je l'aime bien, puis en même temps, j'ai envie de le frapper à des moments. Là. Parce que oui, c'est un gros connard, mais en même temps, il a quand même une sorte d'aura de badassitude, puis tu sens que sans lui, il fédère la horde, puis sans lui, il serait jamais allé aussi loin. Là. Puis ça prend quelqu'un comme lui pour faire face à ça. Là. Mais en même Non, temps, mais franchement, je trouve pas qu'il soit inutile. Non, il a son utilité dans l'histoire, etc. Mais c'est un personnage qui m'est particulièrement antipathique. J'ai beaucoup ouais, de mal avec mais en lui. même temps, je suis d'accord que ce soit un connard, là, parce que. il te sort de ces dingueries quand même. Ouais, moi tout, j'étais. À des moments, j'étais genre. Genre, calme-toi, mon gars, d'accord. c'est bon. Ouais. Ouais. Alors, du coup, on va peut-être commencer par cette notion-là, alors. Donc, le surhomme, un peu. Le fait que les personnages vont s'accomplir eux-mêmes, en fait, et vraiment à fond, et vivre à fond. C'est ça un peu la notion du surhomme, et du coup, c'est l'idée de s'élever et de s'améliorer soi-même. Mhm. Donc du coup, autour de ça, tu as toutes les notions de dépassement de soi, etc. Et notamment, du coup, tu l'avais évoqué, Vestri, juste avant, c'est le dépassement de soi. Du coup, c'est le combat contre les éléments. Parce que du coup, la Horde, en fait, elle va contrer le vent à pied, et tout le temps à pied, et quasiment sans technologie, en fait. Il y a un refus, en fait, de la technologie. Tout doit passer par l'effort, et le voyage doit être vécu à fond. Ouais, Et mais c'est le ça que voyage pour le voyage, en fait. Ouais, Peu il y a un importe la peu de ça. destination. Bah, c'est sûr. Mais par contre, du coup, moi, je trouvais ça bizarre. Parce que je peux comprendre, tu vois, qui contre à pied. Quand au début, bah, tu sais juste que tu peux contrer à pied parce que le vent est ultra puissant et tout. Mais t'as d'autres fois où on te dit, oui, mais en fait, il n'est pas tant que ça, on peut quand même remonter un peu sans être à pied. Et t'es en mode, bah, du coup, pourquoi vous le faites pas à pied, en fait? Non, mais c'est contre leur principe, puis tout ça. Ouais. Ouais, c'est un principe, en fait. Et du coup, l'idée... alors, l'argument un peu pragmatique qu'ils évoquent dans le bouquin à un moment, c'est de dire qu'en fait, pour s'accomplir en tant que ordre, que horde, du coup, ils doivent rencontrer toutes les formes du vent. Et en fait, je crois qu'il y en a 9 en tout, et sur les 9, il n'y en a que 6 qui sont documentés. Du coup, il en reste 3 à découvrir, et en fait, s'ils font pas tout le voyage à pied, ils rencontreront pas les 3 formes de vent qui leur manquent, en fait. Ah. Et sans ça, en fait, ils peuvent pas aller au bout, quoi. Puis par rapport à ça, au surhomme puis au dépassement de soi, justement, la 9e forme du vent, je pense que c'est la finalité de ça. Parce que de ce que j'ai compris, moi, c'est comme la finalité que quand tu as rencontré la 9e forme du vent, tu es devenu un surhomme. Là. Ben, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai compris parce que la 9e forme, Roshi l'a expliqué, c'est propre à chacun, puis c'est comme une épreuve personnelle que tu dois affronter. Par exemple, Eric le combattant a comme affronté la meilleure version possible de lui-même, puis il est mort comme ça. Bah ouais, c'est ça, c'est une... Mais du coup, Puis chaque personne, c'est comme une épreuve propre à chacun, là, la 9e forme, là, en fait. Là. Fait que... Ouais, et du coup, les dernières formes, du coup, et notamment la 9e, c'est complètement des métaphores, en fait. On n'est plus du tout dans l'épreuve physique, comme c'était présenté au début du bouquin. On est vraiment sur... Et du coup, par rapport à ça, moi, ça m'avait un petit peu fait penser à des trucs comme 2001, l'Odyssée de l'espace, où pendant tout le film, en fait, c'est une histoire de SF un peu terre à terre. Voilà, ils sont dans un vaisseau, ils vont
ils vont je sais plus trop où, t'as l'IA qui est méchante, etc. Et à la fin, tu pars sur un délire complètement psyché où tu es dans la métaphore pure et il n'y a plus rien de réel en fait. Et quand les personnages arrivent à l'extrême amont, du coup, pour moi, c'est carrément ça en fait. On est plus du tout dans le champ de la réalité, mais complètement sur le champ de la métaphore. Ce qui peut être ce qui est un peu perturbant aussi. Bah moi, je l'avais pas pris comme une métaphore, mais en fait, vu que pour moi, c'était juste un monde parallèle, je me suis dit que l'extrême amont obéissait pas à la même loi de la réalité que chez nous. Déjà, t'as un vent qui va toujours dans le même sens tout le temps, du coup, c'est déjà pas très logique. Par rapport à notre univers, je veux dire, du coup, franchement, tout ce qu'il y avait avec le gouffre, si je me trompe pas, à la toute fin et tout, t'es en mode, alors ça n'a aucun sens physique, mais c'est logique. Ouais, c'est ça. Donc je prends. Moi, je voulais juste ajouter un petit mot du coup sur cette histoire de technologie là. Effectivement, les personnages refusent du coup le voyage par aéronef. En fait, les fréoles, je les évoquais vite fait tout à l'heure, ils ont des espèces de bateaux là, des bateaux qui volent comme dans. Ah oui, voilà, j'avais oublié leur nom. Comme dans Final Fantasy là, les trucs dans chaque jeu on récupère à un moment le fameux bateau qui vole. Donc d'après ce que j'ai compris de la description, pour moi c'était un truc comme ça. Quand la Horde croise ces personnages-là, ils refusent catégoriquement de prendre le bateau pour avancer, quoi. Alors que ça pourrait leur faire gagner un temps monstrueux. Et donc en fait, il y a ce refus du coup de la technologie et du confort. Tout doit passer par l'effort. Et ça, c'est une notion qui est pour moi assez bizarre parce que c'est un peu... C'est très réac comme point de vue en fait. C'est oh là là, le progrès, ça a servi les hommes ou je sais pas quoi. J'ai toujours du mal avec ces trucs-là. Moi, c'est pas comme ça que je l'ai vu, c'était vraiment comme on en a parlé plus tôt, là, c'était vraiment genre parce que c'est les principes de la Horde, de pas utiliser la technologie et tout ça, c'est pas nécessairement le progrès, c'est mal et. Moi je le sens quand même parce que. Alors je connais un petit peu le. Enfin, on en a discuté sur Discord, hein, mais. Quand tu regardes un peu les autres travaux de Damasio et ce qu'il peut penser un petit peu des nouvelles technologies de manière générale et tout, tu sens quand même que le bonhomme il est un peu en mode moi la technologie c'est pas bien quand même. C'était Jeanne qui racontait du coup un petit peu son roman jeunesse qui est paru il y a pas très longtemps là, où c'est beaucoup oh là les téléphones c'est pas bien. Quand t'arrêtes d'être sur ton téléphone, tu vois enfin le monde vraiment, tu vois. Ouais. C'est vrai. Ce qui est un peu ridicule. Franchement, moi je connaissais pas du tout le bonhomme avant de le lire. Moi perso, j'ai pris le bouquin dans la bibliothèque, je me suis dit oh le résumé a l'air sympa, lisons-le. Je n'avais aucune idée de ce que c'était. Mais c'est clair que moi perso, le fait de la technologie, ils utilisent pas la technologie. Par rapport à l'univers où ils étaient, j'étais en mode peut-être que la technologie est pas assez poussée et puis la Horde ça avait l'air d'être un bail un peu particulier parce qu'au moment où ils disent ça, ils te disent pas si tu peux quitter la Horde ou pas, ça tu l'apprends qu'après. Et du coup j'étais en mode en fait c'est un truc de gens de la Horde, c'est comme tu vois une religion, ça s'explique pas, c'est comme ça et puis voilà, c'est tout. Et les autres technologies en fait quand tu les vois, tu sens qu'une partie des membres de la Horde sont pas exactement pour, tu vois. Mais vu que les gens qui étaient fondamentalement contre ça, c'était pas les persos que j'appréciais le plus, je l'ai pas senti trop comme ça non plus. Alors après oui, effectivement, au sein de l'œuvre, le fait qu'ils refusent la technologie et tout, c'est logique, enfin, il n'y a pas de problème avec ça. Enfin, moi je l'aurais inscrit juste un petit peu dans ce que pense l'auteur de manière générale. Sachant du coup un petit peu ses idées politiques, alors avec lesquelles je suis pas forcément toujours fondamentalement en désaccord, hein, mais c'est juste que Damasio dans la vraie vie il a ce côté un petit peu c'est pas un petit peu, c'est un gourou en fait. Je sais pas si vous vous souvenez du truc l'école de la vie, l'école de la vie et tous ces trucs là. C'est un peu craignos quand même. Mais est-ce que c'est fondé ça? Parce que on a juste vu un screenshot d'un mail. Non mais il y en a vraiment qui ont reçu des mails et il y en a vraiment qui... Et il s'est vraiment pris un backlash sévère, mais... Ouais. Et parce que du coup, moi j'étais sur le site de cette école pour voir de quoi y retourner et effectivement, ça part sur des délires un peu ésotériques et tout.
c'est le côté anti-système, mais anti-système poussé à son paroxysme en fait, jusqu'au moment où tu refuses en fait tu refuses tout jusqu'au moment où tu refuses aussi la médecine traditionnelle et des trucs comme ça, tu vois. Enfin pas la médecine. Ouais, mais par contre, pour un anti-système, il aime bien l'argent, hein. Moi, je dis ça. Ouais, voilà, encore une fois, le paradoxe un peu. Voilà, donc en fait, moi, en ayant eu ces informations-là avant de commencer à lire l'auteur, c'est vrai que du coup, ben, j'ai pas pu m'empêcher de repenser à ça et de faire le lien et de dire, ouais, effectivement, t'as un côté un peu. Ouais, un peu réac dans l'auteur et du coup dans son œuvre, quoi. Et du coup, c'est en lien avec ce que j'ai dit au tout début, c'est que c'est une réécriture de Nietzsche. Et Nietzsche, il est quand même souvent repris et cité par les gens de droite un peu réac, justement. Donc il y a une sorte Oui, de... bah c'est sûr. Pour quelqu'un comme Damasio, qui se veut plutôt de gauche et anarchiste, ça me gêne toujours un petit peu de voir qu'il y a ces ponts-là qui se créent. Oui, mais après, on peut se dire de gauche et anarchiste et pas l'être du tout. C'est se dire et en acte, c'est deux choses différentes. Ah oui, c'est sûr, bien sûr, mais Et puis Nietzsche et le fait que les gens l'aient compris, j'y connais rien en Nietzsche, mais d'après ce que j'ai compris, il y en a beaucoup qui sont à côté de la plaque. Ouais, ça on Et est moi, d'accord comme je aussi, disais, moi j'ai ouais. pris le bouquin dans la bibliothèque, je savais pas ce qui c'était, de quoi ça parlait, hein. Ouais, donc voilà. Alors après, moi j'ai continué à lire ses œuvres, on verra un peu ce qui transparaît dans les autres trucs, notamment dans la zone du dehors, hein. On en reparlera. Mais voilà, je pense qu'il y a beaucoup de lectures à faire. Par rien que de l'ordre, déjà, c'est super riche et il y a des choses à voir. Donc ça, voilà, donc c'était un peu pour le côté technologie. Alors si vous avez des points à soulever, allez-y, hein. Moi j'ai juste regardé mes notes pour voir. Bah moi, c'est pour la fin. Alors, je sais pas comment vous l'avez pensé, la fin, mais moi, en fait, vu que j'étais juste à fond avec les personnages et je voulais qu'ils y arrivent, tu vois, j'avais pas la réflexion philosophique derrière, j'étais juste avec les persos, j'étais à fond derrière eux et ils allaient le faire. J'ai réfléchi et je me suis... Bon, déjà, j'étais hyper déçu pour eux. T'as tout le monde qui soit abandonne, soit meurt, et le gars qui arrive est en mode Ah, on est retourné au point de départ. Oui, gros spoil, hein. Oui, voilà, donc la fin, c'est ça en fait. Donc ils arrivent en extrême amont. Ils sont tous confrontés. Alors, il y en a qui abandonnent en cours de route, hein, qui restent, qui redescendent. En gros, ce qui se passe, c'est qu'ils arrivent à un village là où ça a arrêté l'ordre précédente, avec leurs parents. Avec leurs parents, voilà. Ensuite, ils ont un glacier à escalader, un gouffre ensuite qui a décimé. Non, pas un gouffre, un cratère. Un cratère, une espèce de volcan de vent qui a quasiment décimé la horde précédente en fait. Avec la 8e forme du vent, là, qui est comme le vent vertical, puis ça fait du verre, ou je sais plus trop quoi. Là. C'est ça, et du coup, après ça, en fait, ils arrivent en extrême amont, et ils rencontrent la 9e forme du vent, qui est leur quête, enfin l'aboutissement de leur quête personnelle. Et donc en fait, à partir du moment où ils commencent à escalader le glacier et tout, t'as la horde qui commence à voler en éclats en fait. T'as une partie qui abandonne là, il y a une partie qui se fait décimer par le volcan, et qui du coup forcément laisse un impact psychologique sur les autres, et quand ils arrivent en extrême amont, ils sont un peu éclatés quoi. Là, ils sont crevés ou morts alors. Ouais, c'est ça. Ils sont genre 6 ou 7 alors qu'ils étaient 23 au début là, quand ils arrivent. C'est ça, et du coup il y a la 9e forme du vent là qui finit les achever en fait, parce qu'il y en a qui se perdent, d'autres qui plongent dans le gouffre ou je sais plus quoi, et donc à la fin en fait il reste que le personnage principal, parce que on peut dire parce que c'est lui qui a le plus de points de vue, c'est Sov Strochnis, donc le scribe. Et donc lui, il continue à avancer, il va jusqu'au bout, en portant en lui, du coup, le vif de ses camarades perdus. Et notamment l'espèce d'autochrone... Bon bref, on va pas rentrer dans le détail de bon, c'est son enfant. Ouais. Donc du coup, il va... J'avais oublié. J'ai oublié le personnage. Donc il va au bout du bout, et en fait... Non, il descend dans le gouffre, en fait. Ouais, c'est ça. Il descend dans le gouffre, ouais. Il longe le gouffre des deux côtés, puis à un moment donné, il trouve une genre de liane, ou une genre de... Il y a plus des méduses volantes, j'ai pas trop compris c'était quoi, là.
Ouais, non. Genre la Moi, je tige me de souviens C, juste qu'il descend et qu'il se super pète la gueule. C'est tout ce que j'ai retenu. Ouais, c'est ça. Et donc, ouais, donc effectivement, il descend, il se casse la gueule, et en fait, il est récupéré par des gens, et il se rend compte qu'il est revenu au point de départ, en fait, de la Horde. Donc, au tout début, quoi. C'est la ville d'où ils sont partis. Là. C'est ça. Puis le livre s'arrête direct là après. Ouais. Voilà. Et donc, du coup, ça fait de nouveau appel à plusieurs, comment dire ça, des éléments de la philosophie de Nietzsche, en fait, c'est l'éternel retour, et aussi le mythe de Sisyphe, un peu, où du coup, où tout n'est qu'un cycle, en fait, et que tu recommences toujours la même chose, et où du coup, en fait, t'as une perte de sens, en fait. Et c'est ce qu'on a évoqué plusieurs fois, c'est que le roman, tu cherches le sens de ce qui se passe. Et vu qu'en fait, au final, quand tu vas au bout, t'es juste revenu au point de départ, tu te dis, ouais, mais c'était quoi le sens de tout ça, en fait? Et le sens, du coup, il est pas à chercher dans la destination, mais dans ce qu'il y a entre deux, en fait. Dans le voyage. En fait, c'est le voyage pour le voyage. L'effort qui est fait. Quand Sisyphe monte son rocher, là, l'effort que produit Sisyphe, c'est l'élément, en fait. Enfin, c'est pas la finalité, en fait. Parce qu'il n'y a pas de finalité. Donc, ce qui représente sa vie, en fait, c'est l'effort qu'il va accomplir continuellement, du coup. Je sais pas si c'est super clair. Après, moi, je te dis, j'étais pas sur cette vision-là de la chose. Moi, c'est juste quand ils sont arrivés, bon, déjà, j'étais dégoûtée pour tous ceux qui se sont battus toute leur vie et tout, et l'autre qui débarque et qui est en mode, ok, je fais quoi? Mais c'est surtout là, en discutant et tout, ça me fait repenser à un truc. C'est déjà comment il annonce à quelqu'un que, en fait, l'extrême amont et l'extrême aval, c'est la même chose. Que les hordes, en fait, ça sert un peu à rien à part pour l'accomplissement personnel. Donc je me dis qu'en fait, peut-être que la guilde et tout qui lutte pour que les gens n'atteignent pas le bout, c'est peut-être un peu à cause de ça. Il serait peut-être déjà arrivé à une horde avant, mais personne n'est au courant. Ouais, c'est ça. Mais du coup, c'est laissé à la compréhension du lecteur. En fait, ça pourrait avoir pas d'explication. Je veux dire, un secret comme ça qui est révélé, ça ferait exploser la société, en fait. Et le fait qu'on n'ait pas le retour sur ça, c'est dommage. Mais du coup, là, en fait, on quitterait le champ de la métaphore pour des applications réelles de ce truc-là. Et je pense pas que c'était l'objectif du roman, du coup. Puis moi, j'ai quelque chose à dire par rapport à ça aussi. Cette perte de sens-là dont on parle, je trouve qu'elle est encore plus frappante quand tu apprends que finalement, parce que dans le pitch de base, aucune horde n'a jamais atteint l'extrême amont, puis à la fin, tu apprends qu'une autre horde a déjà réussi à atteindre l'extrême amont. Fait que je trouve que cette perte de sens-là est encore plus frappante quand tu apprends ça. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, effectivement, ils sont pas les premiers, en fait. C'est ça. Alors que l'objectif, c'était comme que ce soit les premiers à atteindre ça. Puis aussi, qu'on n'ait pas le retour par rapport à ça, comme tu dis, je trouve que ça gâche, pas ça gâche un peu le truc, mais j'aimerais qu'il y ait comme une suite par rapport à ça, parce que, tu sais, avec l'Horde puis tous ceux qui sont contre la Horde, peut-être que les autres savent ce qu'il y a en extrême amont puis tout ça, puis c'est pour ça qu'ils, mettons, ils auraient liquidé ça ou des choses comme ça. Là. Tu sais, tu peux supposer plein de choses par après, puis... Mais du coup, en fait, alors d'un côté, c'est vrai qu'on a envie de savoir quelles seraient les implications sur les gens autour et tout. Mais en même temps, la fin, elle est juste raccord, en fait, avec tout ce qui est développé dans le... Enfin, si on regarde un peu la métaphore, quelle philosophie ça incarne et tout, c'est juste logique, en fait. Et donc, du coup, effectivement, en fait, ce qu'on apprend, c'est que leur objectif, il était vain depuis le départ. Il n'y a rien au bout, et quand tu arrives au bout, en fait, tu es juste revenu au début, quoi. Et donc, du coup, ce qu'on disait, c'est que du coup, ce qui est important, en fait, c'est pas la destination en soi, et c'est pas l'objectif non plus. C'est les moyens que tu vas développer pour arriver à cet objectif, en fait. C'est ce qu'on disait, en fait, et du coup, c'est un petit peu... c'est pour ça que je parlais de transition tout à l'heure avec le Tour du monde en 81 jours. Ce qui est important, c'est pas forcément quand ils arrivent et tout. Ce qui est important, c'est tout ce qui s'est passé entre deux, les liens qui ont été créés entre les personnages, et ce que les personnages ont appris sur eux-mêmes, en fait. Donc c'est leur quête personnelle,
et les liens qu'ils ont développés entre tous, quoi, cette espèce de... le fait qu'ils soient tous extrêmement soudés et tout. C'est sûr. Mm. Après, oui, mais comme on dit, ce genre de livre, c'est compliqué parce que, en fait, selon dans quelle ambiance tu le lis, t'as pas les mêmes interprétations, quoi. Parce que ça. toi, là, tu le prends sous le prisme, t'es en mode, oui, c'est le chemin qui est important, tout ça, pas la destination, les personnages, ils sont soudés. Moi, c'est fini, j'étais en mode, mais ils ont fait tout ça pour ça, mais c'est horrible pour eux. Ouais, mais c'est ça. Et en fait, le truc, c'est que, et je suis d'accord avec toi, c'est que, alors du coup, tu as cette lecture philosophique de l'œuvre, c'est très bien, mais derrière, qu'est-ce qu'on en retire en tant que lecteur? Alors, ok, d'accord, le goût de l'effort, chercher à s'améliorer soi-même, le lien qu'on va avoir aux autres. Ouais, mais le chercher fait à s'améliorer soi-même pour en mourir, c'est un peu chaud, moi. Voilà, je c'est dis, ça. En fait, le truc, c'est que la finalité pour les personnages, c'est qu'ils deviennent. Enfin, la plupart, parce qu'il y en a quand même qui arrivent à en réchapper plus ou moins. Mais alors, déjà, il y en a un qui se transforme en arbre. Ouais, ça, j'ai failli. Non, mais ce moment-là était très émouvant. J'ai failli lâcher une larme pour vrai. Ah ouais, ça l'est, hein, mais Je bon. m'en souviens pas du tout. Mais alors, pas du tout. Je m'en souviens pas. Ah, bah, il y a un Je me gars qui. souviens de ceux qui restent au village. Je me souviens de ceux qui restent au village. Et en fait, c'est limite ceux qui vont vivre leur meilleure vie, hein, au final. Ah bah oui, carrément. Hein. Parce que les autres, de toute façon, ils sont morts, donc. Bah voilà. Et puis coup, il y en- je- Il y en a Je- deux qu'on a perdus dans la nature, puis qui vivent leur meilleure vie avec des animaux, puis on les reverra jamais. Ouais. Et, et du coup, ouais, moi, je comprends pas, le point derrière, en fait. Et je sais pas, du coup. Je sais. En fait, enfin. Parce que du coup, il y a cette lecture-là qu'on a faite, mais je sais pas ce que Damasio, à la fin, veut dire vraiment. Est-ce qu'il est d'accord avec ce qu'il a développé là? Ou est-ce qu'il cherche à nous dire autre chose? Parce que tu as vraiment les deux aspects. Tu as l'aspect vivre à fond, l'accomplissement de soi, etc. Ne pas dépendre de la technologie et trucs comme ça, qui semblent vraiment être des trucs, des thématiques propres et chères au bonhomme, donc des trucs qu'il pense vraiment. Mais en même temps, ils meurent tous, enfin, au bout d'un moment. Ouais, c'est un peu poussé, c'est un peu cette idée-là, mais poussée vraiment à l'extrême. Ouais, et donc il y a le fait qu'ils meurent tous, il y a le fait que Golgoth aussi. Alors, ok, Golgoth, d'après les critères de Nietzsche, c'est le surhomme parce qu'il a été au bout de son truc et tout, ok. Mais ça reste un connard. Donc, est-ce qu'il faut le prendre en exemple? Moi, j'ai pas trop envie. Après, tu sais, on trouve tous les trois que Golgoth c'est un connard, mais il y en a, ils vont te dire que c'est quelqu'un d'exceptionnel et d'incroyable. Donc, franchement, je m'avancerai pas là-dessus, tu vois. Non, mais moi je trouve les deux. Je trouve que c'est quelqu'un d'exceptionnel, d'incroyable, mais c'est aussi un connard. Genre. Oui, Ah, il est mais tu vois, exceptionnel, tu le en fait, reconnais, dans mais quand le- je te dis quelqu'un d'exceptionnel, incroyable, c'est qu'il Qui y en le a, prennent pour ils vont le modèle. prendre en exemple, tu vois. Ok, ouais. Ah, mais ça, C'est c'est un peu sûr. chaud. Ça, c'est sûr. Ouais, quand retirer, enfin, ok, le goût de l'effort, moi, je veux bien faire des efforts, mais. Mais Enfin, je veux dire, enfin, en Ouais. tant que. Par exemple, moi, je fais un peu de sport. Il y a le goût de l'effort. Quand tu vas faire ton match ou quoi, tu vas te défoncer sur le terrain. Mais le but, c'est de pas, c'est de le faire, mais sans se blesser, tu vois. Non, mais je pense que moi, ce qu'il faut en retirer, c'est plus s'améliorer en tant que personne, puis en tant que cheminement personnel et tout ça, et s'améliorer en tant que personne, puis essayer de toujours se dépasser face, mettons, aux situations difficiles qu'on va vivre dans notre vie. Là. Je pense que c'est plus par rapport à ça. Là. Ouais. Bah, du coup, c'est l'amélioration pour l'amélioration. En fait, faut pas chercher de finalité derrière. Ouais, c'est ça, puis toujours, au lieu de se laisser abattre par une difficulté, tu vas toujours t'améliorer, puis la prochaine fois que tu rencontres une nouvelle difficulté, tu vas être plus outillé pour faire face à ça. Là. Je pense que c'est un peu comme ça qu'il faut le prendre, moi. Sans nécessairement, genre, faire des efforts jusqu'à en mourir pour se dépasser et tout Ouais, ça. non, ça c'est sûr. Mais du coup, il aurait peut-être fallu une fin un petit peu différente pour les personnages, en fait. Des personnages qui, après s'être accomplis, ou qui continueraient de s'accomplir, en fait. Enfin, parce que vu qu'il n'y a pas vraiment de fin et que c'est un cycle, il faut des personnages qui continuent. Et en fait, les personnages, là, ils continuent pas. Il y en a qu'un qui continue. Parce que tous les autres Oui, et sont plus encore, là. vu l'état où il finit quand il continue, je sais pas s'il va continuer longtemps, donc... Ouais, c'est ça. Donc, en fait, Parce moi, que je trouve c'est surtout, c'est le gars, il s'est battu pour un truc toute sa vie. Il va rapporter des trucs et tout, mais en fait, personne va le croire.
il viendrait accomplir son objectif et en fait son objectif était vain, donc la détresse psychologique, bonjour. Franchement, je sais pas s'il va continuer Puis il y a longtemps le pauvre Clément. il y a peut-être des chances de se faire liquider aussi par la Horde, là, parce que les autres En plus, ouais. savent. Fait que c'est ça. Mais du coup, par rapport à ça, effectivement, encore une fois, il y a un truc qui est tombé là. Ouais, oups, désolé, c'est moi. La fin, le fait qu'ils reviennent au point de départ et tout, c'est super cohérent, c'est super logique et tout, et c'est très beau. Mais le fait, c'est le fait qu'ils soient tous morts pour qu'ils en arrivent là. Enfin, il y a un truc qui colle pas en fait, arriver là. Ben moi, je sais pas très honnêtement quoi rajouter de plus par rapport à ça. Là. Ouais. Je pense que tu te creuses toute la tête à essayer de chercher un sens qu'il n'y a pas forcément. Là. Ah si, enfin pour moi, le sens qu'il y a, on l'a déterminé là en fait. C'est le voyage avant la destination, encore une fois, hein, pour citer Sanderson. Mais là où je comprends moins, c'est quelles leçons en tirer. Enfin, quelle est la leçon à en retirer pour le lecteur pour la vie de tous les jours, quand tu mets en perspective avec le destin des personnages, en fait. Ouais, ben Voilà. moi, comme je viens de dire, je pense que c'est ça, c'est de s'améliorer face aux difficultés, puis toujours se dépasser sans jamais, pour pas stagner, puis toujours rester au même point de notre vie. Là. Mais je pense que c'est ça, puis le destin des personnages, c'est une œuvre de fiction aussi, là, fait que je crois que même si les personnages sont morts en se dépassant, personne n'ira jusqu'à cet extrême-là dans la vie. Là. Fait que. Ben oui, dans un certain point, mettons, quand tu fais des choses comme monter l'Everest ou des astronautes ou des choses comme ça qui mettent vraiment leur vie en danger. Là, ou récemment, il y a un homme qui a essayé de traverser l'Atlantique à la rame, puis on l'a retrouvé mort. Là. Ouais, mais Mais mettons. Vraiment... Enfin, je veux dire, pour moi, c'est pas des modèles. Hein, enfin... Ouais, non, c'est ça. Fait que. Peut-être que ça t'a montré quelque chose. Ouais. Bah après, C'est ça. vouloir relever un défi particulier, faire des choses risquées, soit, mais après, si tout le monde le prend d'exemple, on n'est pas rendu. Hein. Ah, puis c'est une posture de privilégié aussi. Enfin, prendre des risques comme ça, genre, typiquement, le gars qui a voulu partir à la rame ou je sais pas quoi, là, faut quand même être suffisamment à l'aise dans sa vie et s'ennuyer suffisamment, avoir le temps de s'ennuyer assez pour relever ce genre de défi, tu vois. C'est pas le prolo moyen qui arrache sa gueule à l'usine toute la semaine qui va penser à aller faire l'Atlantique à la rame, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc bon. Je veux dire, monter l'Everest, c'est un truc de riche, quoi. Ouais, c'est vrai. Bah, faut avoir les moyens et la logistique, c'est sûr. Hein. Ouais. À part ça, moi, j'ai pas grand-chose de plus à ajouter par rapport à ça. Moi non plus. Non, moi non plus. Hein. Je regarde mes notes vite fait, là. Je pense qu'on a fait le tour un peu de tout le truc. Ah, si, pour conclure un peu sur l'ensemble, en fait, alors c'est un truc qu'on a dit un petit peu en filigrane tout du long, mais il y a la notion de mouvement, du coup. Et du coup, c'est en rapport avec le terme que tu as employé tout à l'heure, Vestri, tu as dit il faut pas stagner. Effectivement, c'est ça. Et c'est pour ça que la Horde doit bouger et avancer, c'est pour pas stagner, en fait. Et du coup, cette histoire de ce voyage, en fait, ce mouvement, encore une fois, c'est raccord avec tout ce qui est développé en termes de thématiques philosophiques dans le livre, quoi. Donc, sur cet aspect-là, c'est vraiment bien foutu, quoi. Voilà, du coup, je vous propose de conclure. Alors, par rapport à tout ça, alors je pense déjà qu'on va faire ça fera une vidéo à part, encore une fois, sur la chaîne. Donc Bon, on verra bien. C'est pas plus mal. Je pense qu'on a fait quasiment 1 heure hein, sur la Horde, en fait. Non, on a fait un peu moins. Un peu moins, ouais. Mais bon. Non, c'était très bien. Donc effectivement, un roman qui est super riche, un petit peu complexe, qui laisse des interrogations à la fois sur des choses qui manquent un peu dans son univers et des interrogations que nous on a après la lecture, quoi. Je pense que vous me contredirez pas si je vous dis que c'est une lecture qui est quand même super marquante. Oui, très très. Assez. C'est vrai qu'elle m'avait pas mal marqué à l'époque, mais. Puis moi d'ailleurs, j'encourage que vous aimez ou que vous aimez pas, j'encourage tout le monde à essayer de le lire, là, puisque c'est quand même, je pense que c'est une expérience au niveau livresque unique, là, fait que
Parce que c'est quand même Ouais, assez mais particulier vous- comme livre. Bah, c'est particulier, mais vous basez pas là-dessus comme point de repère si vous vous dites que c'est un de vos premiers bouquins de fantasy. Hein. Tous sont pas comme ça. Ah ouais, Ouais, non, c'est c'est vrai. sûr. Ouais, En non, fait, là, c'est Sinon, ça ça. risque de faire fuir les gens. La- Le truc, c'est qu'on dit ça là, mais à ce stade-là, enfin, vu qu'on a fait la partie spoil, à mon avis, il y a que ceux qui ont déjà lu qui sont restés, donc Bah, c'est sûr, mais bon. je couperai peut-être ça, je calerai peut-être en début de de vidéo, je sais pas, je verrai bien, je ferai peut-être un truc. C'est bon. Bah écoutez, on va s'arrêter là du coup pour cet épisode. Bah ouais. Premier Alors, épisode du de coup- l'année. Premier épisode de l'année, ouais. Et mon dernier, du coup, avant un petit moment là, parce que bah, moi, ça va être je vais prendre une pause. Donc, bah, je vous confie le podcast à vous et à nos autres camarades, du coup. Du coup, je vous remercie tous les deux d'avoir fait cet épisode avec moi. Bah, merci. Merci à toi. Et je vous dis à la prochaine. Ciao! À la prochaine. Ciao.